Vous êtes sur Click, vous regardez Get Busy. Get Busy numéro 3. Tac, tac, t'as vu, on est là. Ouais, j'ai fait un peu de rap français aussi. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On avait dit arrête de te bouffoniser. Bah écoute, marre de lui, sérieux, j'en ai marre. Attends, je fais les présentations et après tu peux vanner tout ce que tu veux. Get Busy numéro 3, donc amputé de free worker. Quelqu'un a des nouvelles? Je sais pas, on m'a dit qu'il était mort pour la France. Donc je sais pas. Free worker. Bah apparemment. Ouais. Il avait ce courage en lui. je pense. Mort pour la France à Dien Bien Phu. Voilà, il s'est présenté tout seul, le prince des ténèbres, la main droite du diable. Cher, comment ça va? Bonjour, monsieur. Jean Cheur Armand avec ses lunettes. Jean Cheur Armand. Jean Cheur Armand. Ouais. Qui me disait encore en plateau tout à l'heure, je ressemble à un producteur porno, je kiffe. Voilà. Bah ouais. Il a Et toujours Rose, assumé. comment ça va? Ça va, Ouais, on tranquille, t'a vu la dernière fois faire une apparition, comme tu m'as rappelé, un avion furtif américain qui passe dans le ciel comme ça, et on le voit, et hop, d'un coup il disparaît. J'essaye de me faire rare, furtif. Ouais. Et précieux. Bah, je le suis déjà. Et puis David, qui nous, Moi, qui nous j'essaie a de jamais me faire, quittés. ultra présent, trop présent. Ouais. Et là, j'ai pris la place du maître, rappelez-vous. Le roi du all inclusive. Donc là, je commence à monter en échelon progressivement. On a l'impression d'être entre nous aujourd'hui, il n'y a pas d'invité, et pour cause, on a décidé de faire une émission sans invité. Non pas qu'il nous ait boycotté, on s'est déjà fait lâcher par le sponsor, il manquerait plus qu'on se fasse lâcher par les invités. Parce que c'est clair, on peut avoir qui on veut. Qui on veut. Ok. On est get On busy. refuse. Mais on a souvent remarqué que les meilleurs, c'était nous plus que les invités. Voilà. Donc voilà. Et donc on va faire une petite émission, on va juste un petit salon de lecture, enfin on est venus tous avec nos docs sous le bras. Salon de visionnage. Salon plutôt. de visionnage, Ouais. voilà, avec des docs, des documentaires sous le bras, très intéressants, que chacun va défendre en essayant de ne pas trop se faire vanner par les autres. On va commencer par toi, Cher. Bonjour, comment ça va? Ah pardon, je te l'ai déjà dit, excuse-moi. Qu'est-ce que tu regardes? Donc oui, aujourd'hui, on a fait une émission spéciale documentaire, parce qu'on avait envie de partager avec vous des documentaires qu'on trouve super intéressants. Alors, si ça vous intéresse pas, tant pis pour vous. Mais en fait, c'est ce qu'on fait entre nous. Mais voilà, exactement. Ça sera vous les ignorants. Parce que bon, le documentaire, c'est quand même un art qui permet vraiment de beaucoup de choses, d'avoir des trucs assez, des divertissements, de l'information, tout ça en un. Et souvent, maintenant, on a des documentaires qui sont plus intéressants que beaucoup de films, je trouve. Donc, Largement. c'était mon point de vue, j'avais envie Tu de parles de partager zone avec vous. interdite? Ouais, par exemple. Enquête exclusive. Enquête exclusive. Sur les sites du Enquête Brésil. exclusive. La ça que je référence, c'est pensais. C'est à ça enquête que je pensais, exclusive. pardon. Ouais, non. Donc voilà, et donc moi, j'avais envie de commencer avec un documentaire qui s'appelle NY 77, A Wonderful Year in Hell. Voilà. C'est Ça dur à permet dire. Donc, ce qui d'apprécier veut dire- l'anglais de Russia aussi. NY, c'est New York. Ok. 77, ça veut dire 77. Waouh. Qui Evelyne. n'est pas Non, ça, c'est quoi. The Coolest, moi, je dis n'importe quoi, c'est The Coolest Year in Hell, c'est-à-dire l'année la plus cool en enfer. Alors pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Donc pourquoi l'année la plus cool en enfer? Parce que 77, c'est une année charnière où il se passe énormément de choses graves. Donc 77, c'est une année où c'est vraiment les vieilles images qu'on voit du New York d'avant, New York Interlope. Son of Sun, ça Si, fait. ça, justement, c'est dedans. Donc, et c'est une année où la ville est carrément en faillite. Le maire, c'est une catastrophe, il est complètement à l'ouest. Donc il supprime de l'éclairage public, il ferme des casernes de pompiers. C'est une ville qui est vraiment sale, qui est dangereuse. À Ça l'époque, devient un coupe-gorge Voilà, à ce moment-là, c'est- même le centre, ce qu'on connaît New York, maintenant c'est comme considéré comme Broadway. le summum de l'insécurité des grandes villes urbaines au monde. Et pas juste dans ses marches, c'est ça qui est intéressant. En plus, vraiment le cœur, Broadway, tout ça, Exactement. la Pour ceux qui 40e. connaissent le New York d'aujourd'hui, avec la boutique Disney sur Times Square, Voilà. là, ça n'a rien à voir. À l'époque, C'est drôle. Times Square, c'est que des sex ciné shops, porno. des salles de jeu coupe-gorge, des proxénètes, des drogués, des prostituées. Enfin, Barbès, quoi. voilà. Un New York qu'on voit notamment dans le The Deuce de Exactement. Simon, pareil. Hein. Vos gueules. Donc, donc ce documentaire, donc cette année-là, 77, faillite totale de la ville. C'est l'année où les métros sont couverts de graffitis, ce qui rajoute aussi à l'insécurité, même si c'est nous, ça nous faisait kiffer. Donc vraiment, toute l'imagerie qu'on a du New York des années 70-80, tu l'as là vraiment. Et c'est l'année où il se passe deux gros événements qui accentuent encore ce côté désastre social. C'est l'année où il y a le serial killer qui sévit, qui s'appelle Sam, donc, qui se faisait appeler Sam, qui écrivait des lettres et tout ça, qui a terrorisé New York. Donc Spike Lee a On fait renvoie un au film film de Spike Lee, exactement. dont on peut dire que c'est l'un des derniers très bons Spike Lee, réellement, qui s'appelle Summer of Sam. Et c'est aussi l'année du blackout. Le blackout, c'était une grande panne d'électricité générale où toute la ville de New York a été mise dans le noir, plus d'éclairage public, plus de télé. Plus Ça a duré combien de temps, ce blackout? 24 heures. Et donc ça a été donnait, suffisant pour- ça donnait lieu à des scènes de pillage phénoménales où tout le monde a pillé. Des DJ se sont équipés. Ah, justement, des noirs dans le noir, Voilà. généralement. Ça voilà. a transformé, c'est ça pas a transformé le C'est ça. rap. Ouais, c'est là où. Donc voilà, donc cette année qui est totalement catastrophique, où vraiment la ville est à deux doigts de sombrer, New York. Et ce docu nous montre sur trois courants musicaux qui expliquent qu'à ce moment-là, c'est là qu'émerge et qu'explose la scène punk, la scène disco et l'émergence de la culture hip-hop.
Donc on voit la naissance de tout ça, les prémices du hip-hop, même s'il y en a qui veulent ramener ça à 74, 75, c'est vraiment 77 où ça devient plus concret. Il y a toujours des grandes batailles de toute façon Avec sur les la sons de date de système de naissance. Bambaataa, de Kool Herc, tout ça. Donc vraiment ce truc qui naît dans le Bronx, à part du reste. À Manhattan, il y a deux Manhattan. Il y a le Manhattan Hype pour les riches, où tu as l'émanation du disco, avec le symbole, c'est le Studio 54, qui est la boîte UP où toutes les jet-setters vont. L'équivalent de ce qu'on aurait pu appeler chez Régine ou le Palace ici en France, mais à la puissance américaine, donc vraiment, ce truc symbolique. Donc le temple du disco et de la jet-set. À côté de ça, un disco un peu plus underground, qui est celui des homosexuels, qui sont encore un peu ostracisés, donc qui est plus dans vers Bowery, je ne sais pas comment on dit, à New York, plus les quartiers un peu délabrés de New York, où là, donc, tu as le Paradise Garage et le Loft, qui sont les deux boîtes plus underground du disco, qui donneront naissance un peu après à la house. Et à côté de ça, dans le Lower East Side, vraiment le bas de Manhattan, qui est aussi délabré que le Bronx, c'est entre guillemets le Bronx presque pour les Blancs, quoi. T'as la scène punk, avec un club qui s'appelle le CBGB, qui va devenir le club mythique de la scène punk new-yorkaise. Et donc on voit comment tout est un marasme. Comme on dit, c'est dans la merde que poussent les roses, et c'est quand les gens sont dos au mur que tout paraît catastrophique, Ça stimule que la créativité est à son summum. Et c'est là aussi qu'on voit les interconnexions qui se font, puisque quelque part, on sait que la scène punk a contribué à faire connaître le hip-hop, à faire descendre le hip-hop sur Manhattan. Par quel biais? Comment ça s'est passé? Avec des gens comme Blondie, avec des gens comme Malcolm McLaren, qui était le manager des Sex Pistols. Alors c'est marrant parce que les punks anglais sont venus pas mal s'inspirer de ce qui se passait chez les punks new-yorkais. Et donc parmi la scène punk, tu as l'émergence les groupes phares, c'est les Ramones, et des groupes comme Talking Heads et Blondie. Et à côté de ça, dans le Bronx, il n'y a pas vraiment de disque. 77, on est 2 ans avant Rapper's Delight, avant vraiment l'officialisation du rap sur disque. Donc c'est encore les sound systems, c'est le Bronx, c'est les block parties, c'est tout ça. Et donc tu as plein d'anecdotes qui racontent aussi bien le blackout, en filigrane, toute la poursuite de Sam jusqu'à son arrestation, et l'émergence des boîtes. Et dans les boîtes hip-hop, tu as la première boîte hip-hop qui est le Fever dans le Bronx. Et donc, tu as son propriétaire qui raconte comment ça se passait, c'est qu'il a entendu que les premiers trucs de hip-hop qui se passaient, et donc il a décidé de faire venir le DJ qui était le plus coté à ce moment-là, qui était Grandmaster Flash. Et c'était un succès total, et il avait fait une politique, donc pour $1, tu avais l'entrée plus un verre, et si tu payais $5, tu pouvais rentrer en basket. Donc comme ça, tous les kids du Bronx sont rentrés, et bizarrement, alors qu'on pouvait s'attendre au pire et tout ça, tout se passait bien. Et les flics étaient très contents parce que tu avais tous les soirs 500, 600 gamins du Bronx qui traînaient pas dans les rues, sans qui étaient violence, en train de danser. Voilà. Alors ils venaient quand même dans la boîte pour vérifier s'il se passait rien dans la boîte. Et le mec il explique, tu as plein de petites anecdotes parce que vraiment le New York, moi la première fois que j'étais à New York c'était en 89 et c'était encore assez glauque. Mais vraiment en 77 c'est encore pire. Donc ils avaient un bouton, dès que les flics arrivaient, le DJ prenait le micro et disait alerte bleue, et tout le monde rangeait ce qu'il avait sur la table, la coke, la drogue et tout le bordel. Et à côté de ça, donc la scène punk qui est vraiment le laboratoire au CBGB à Manhattan, et l'apogée du disco, mais qui est déjà un peu sur la fin, parce que 77, la fin des années 70, on arrive un peu à la fin du disco. C'est une année de transition, quoi. Voilà, c'est un peu la fin du disco. Et d'abord, le punk et aussi bien le hip-hop se sont construits un peu en opposition au disco, qui était devenu un truc de black, mais un peu récupéré par les blancs et les jet-setters. Donc voilà, et donc ce documentaire, il est vraiment intéressant parce que on voit donc ce qui fait que nécessité fait loi, que quand on est vraiment dos au mur, c'est là qu'il y a le plus de créativité. C'est pour ça, je pense qu'on a eu du meilleur rap français sous Sarkozy, par exemple. C'est mon point de vue. Et donc vraiment cette époque, parce que tous sont devenus des stars. Les Talking Heads, c'est devenu des stars mondiales. Blondie, c'est devenu une star internationale. Le disco, on n'en parle pas. Et puis le rap, on sait tous ce que c'est devenu. Ça n'a pas duré d'après Frédéric Tadei, c'était voué à mourir. Et puis surtout, c'est aussi une carte postale d'un New York qui n'existe plus, ce que les New Yorkais appellent le Old New York, avec certaines nostalgies. Parce qu'aujourd'hui, New York, c'est une ville assez sûre, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Très aseptisé, parce qu'en réalité, c'est ça. Qui va à New York maintenant et depuis pas mal d'années, il ne peut pas imaginer une seule seconde. Times Square, c'est le symbole même. C'était l'endroit vraiment interlope et glauque, qui aujourd'hui, tu as la boutique Disney, c'est à moitié piéton, quoi, tu vois. Donc tu peux y aller, c'est vraiment la carte postale touristique. Donc c'est vraiment ça, donc c'est vraiment la fin de ce qu'on appelait la Rotten Apple, puisqu'on disait que New York était la Big Apple. Donc on l'appelait la Rotten Apple, c'est-à-dire la pomme pourrie, donc corruption des flics, tout ça. C'est vraiment, New York a beaucoup inspiré les films policiers, les films noirs des années 70. Et donc on a toute cette convergence exactement de ce New York-là. Donc c'est la fin d'une époque. Et ce documentaire, il est vraiment
excellent pour ça. Donc on voit toutes les stars, il y a Bambaataa qui témoigne. Il y a une anecdote assez marrante de Grandmaster Caz qui s'appelait à l'époque Casanova Fly. Donc il y avait un son de système et qui répond qu'il avait, à l'époque, il y avait 4-5 sons de système. Ils n'étaient pas beaucoup, tu avais Couleur, tu avais eux, tu avais 4-5. Ils avaient défié un jour Bambaataa qui était le plus coté. Son système, c'était vraiment des grosses équipes. Ouais, donc il fallait en plus ramener ton matos dans le quartier, avec le risque de te faire dépouiller parce que c'était pas ton quartier. Donc il fallait ramener le matos. Et donc lui, il raconte par exemple une anecdote où il était sûr de son coup, il pensait qu'il allait cartonner Bambaataa et machin. Il arrive avec le We Will Rock You de Queen. Poum, poum, pam, poum, poum, pam. Et t'as Mr. Biggs des Sonic Force qui était le MC de Bambaataa qui lui fait « On n'entend rien, c'est trop faible !» Alors lui, il s'énerve, il pousse tous les curseurs à fond, il essaie de prendre toutes ses enceintes et tout ça. Et l'autre, il dit « Grandmaster Caz, on n'entend rien !» Et juste après Bambaataa, il remet le même disque. Boum, boum, bam, boum, boum, bam. Et là, il le tue complètement. L'autre, il me dit « On a tout débranché, on a rangé le matériel, on s'est les vaisseaux. » Et pareil, toujours dans ces histoires de son système qu'on donnait de bloc party qu'on donnait la naissance au hip-hop, il t'explique que la nuit du Black Hat, tous les magasins de Hi-Fi ont été complètement dépouillés. Pillés. Et après, de 4-5 systèmes, tu t'es retrouvé avec 20, 30, 40 DJ. Tous les mecs, ils ont commencé à faire DJ avec le matos volé. Donc c'est vraiment de ça jusqu'au sample, le hip-hop, c'est vraiment une culture de voleurs. Donc voilà, il faut le dire. Et donc voilà, donc c'est vraiment un documentaire que je vous conseille. Et l'avantage, c'est qu'on peut le voir sur YouTube. Il est totalement libre de visionnage sur YouTube. Éventuellement, télécharger des sous-titres pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais. Voilà, ou sinon aller à l'école. Moi, ça n'a rien à voir avec le hip-hop, quoique, mais je dis pas quoi. Tu peux me rappeler le titre, excuse-moi. Alors, c'est écrit là, c'est NYS 77, The Coolest Year in Hell. Et je propose qu'on écoute un titre qui symbolise bien ça, c'est Blondie Rapture, où c'est vraiment le croisement entre le punk et la scène hip-hop. Parce que c'est les punks aussi qui ont ramené le hip-hop au Roxy, qui est devenu après la boîte mythique qu'on voit dans Beat Street. Le vol de voilà, c'est cette connexion-là qu'a fait... voilà. Donc, on va écouter Blondie Rapture. Oui, excuse-moi, je t'ai interrompu. Donc, c'était Blondie Rapture avec un Renoir qui dansait sur des chorégraphies de musul. Avec un haut de forme à la musule aussi. Emprunté à Eros, le haut de forme. C'était mon costume de mariage. Je rentre encore dedans. Alors que toi, tu rentres plus dans ton Challenger, je suis sûr. Et en plus, ce costume haut de forme devrait te rappeler quelque chose. Ben oui, Jim Carrey dans The Number. Exactement. Voilà, juste quelle belle transition. Oh, le génie! Je te paye un truc après, non? À boire? Un grec. Un grec. Un grec à boire. Sans frites, samouraï, octogone, les gars. Ça me rappellera quelque chose. Donc moi, ça ne concerne pas musique, mais il m'a bien passé le plat. C'est un documentaire qui s'appelle Jim et Andy, qui parle en fait, alors il faut revenir 20 ans en arrière, pendant le tournage de Men on the Moon, que Jim Carrey a tourné avec Milos Forman, dans lequel il interprète Andy Kaufman, un comique qu'on ne connaît pas, à mon avis, pas du tout en France à l'époque, mais voilà, un comique spécialiste un peu du mélange comme ça, du vrai, du faux. Il organisait des fausses embrouilles sur des plateaux télé avec des bastons. Ça donnait l'impression que c'était vrai, en fait, c'était faux. Un roi de la provoque a insulté tout le monde et n'importe qui s'était aussi créé un espèce de double. C'est-à-dire que c'est un mélange de Coluche et Jerry Springer. Ouais, je pense que c'était encore plus trash que ça. Plus du Lafesse et du Baffy. Non, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose parce qu'il avait créé un personnage qui était Tommy Clifton, un gars avec des lunettes de soleil tout le temps, une moustache et puis une chemise à jabot et complètement odieux, quoi. Tu vois, tout le temps en train de parler comme ça, qui insulte la terre entière. Et plus François Damiens, ça. Voilà. Il disait, en fait, Andy Kaufman disait que c'était vraiment pas lui, que c'était un autre personnage, etc. Donc Jim Carrey fait le film Men on the Moon où il interprète Andy Kaufman, sauf que il s'investit tellement là-dedans qu'il sort plus du personnage, quoi. Et ça, c'est ce que montre le documentaire avec des images d'archives et du tournage et puis des témoignages de Jim Carrey. C'est-à-dire qu'il est tellement rentré dans le personnage qu'il devenait Andy Kaufman même en dehors. Et il devenait aussi Tony Clifton quand il était au maquillage, il était complètement odieux, il insultait il poussait tous les gens à bout et tout ça, ce qui fait qu'à un moment on voit quand même quelqu'un qui lui dit « Tu sais qu'après le tournage, en fait tu risques d'avoir des emmerdes parce que des gens vont porter plainte tellement t'es en train de rendre tout le monde trop loin, dingue, quoi. » C'est arrivé à plusieurs autres acteurs, ce genre de... De rentrer complètement dans le personnage. De dérive, voilà. Ah oui, de se dépouiller complètement, justement, pour faire corps avec le personnage qu'ils allaient devoir... Les acteurs qui rentrent dans les personnages, absolument. Ça, c'est les films porno. Non, mais il y a une école... Des producteurs qui rentrent dans les personnages, ça, c'est Weinstein, c'est autre chose. Qui prévaut de toujours rester dans le personnage. Mais là, le truc, c'est que même lui, quand il en est sorti, il est sorti complètement rincé de ce truc, il savait plus où il habitait. Et en fait, c'est R.E.M. qui fait la musique du film, ils ont tourné un petit clip où ils lui ont dit « Tu veux pas te remettre en Andy Kaufman ?» Et il a dit « Je ne retourne plus jamais dans ce personnage, c'est terminé, ça m'a mis
subissait. Ça m'a mis sans dessus-dessous, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il était tellement investi à faire Andy Kaufman que même des gens de la famille d'Andy Kaufman venaient le voir pour parler avec lui. Parce qu'ils avaient l'impression d'échanger. Qui était mort. Qui était mort, ouais, voilà. Pour réclamer l'héritage de Andy Kaufman à Jim Carrey. Alors c'est marrant parce que ça me rappelle un autre acteur, bon alors c'est vraiment très vieux, c'est Bela Lugosi. Ouais. Qui était le premier Dracula avant Christopher Lee et qui n'a jamais réussi à sortir son personnage. Il paraît que chez lui, il avait un cercueil, tout ça, il rentrait dans le cercueil, il se prenait toujours pour Dracula, il a fini un peu dingue. Quoi. Sans blague. Michael, Prince, tout le monde, il y en a plein des malades. Vraie schizophrénie, quoi, parce que là on parle de schizophrénie mais c'est artistique, mais... Déjà, ce que ça montre, c'est que Jim Carrey, pour ceux qui le connaissent que des pitreries, des mauvaises de The Mask, en fait, s'il y a vraiment un film qu'il ne faut pas voir de Jim Carrey, c'est The Mask. Exactement. Mais ça montre, quand on regarde des trucs comme Food Irene ou comme Men on the Moon, ou même Dumb and Dumber, je veux dire, il a juste besoin d'un lever de sourcil pour qu'on comprenne où il veut aller et pour être drôle, quoi. Et là, ça montre en plus que c'est un génie, il avait complètement investi un autre personnage. Et donc il y a un numéro spécial d'Andy Kaufman qu'il avait, où il faisait avec des bongos, etc. Et le documentaire met les deux en parallèle, et on a vraiment l'impression de voir Andy Kaufman, c'est-à-dire qu'il se tenait comme lui, le regard était comme lui. J'ai vu un truc il n'y a pas très longtemps de Seinfeld qui était avec Jim Carrey, qui lui racontait, je crois qu'il avait mangé avec Nicolas Cage, qui lui disait « J'ai vu Jim Carrey à l'époque de Jim et Andy, il m'a fait flipper, j'ai pas reconnu son regard, quoi. » Et Milos Forman dit pendant tout le temps du tournage, j'ai jamais parlé avec Jim Carrey, en fait. J'ai parlé avec Andy Kaufman, j'ai parlé avec Tony Clifton, j'ai parlé avec un ouf tout le temps, mais j'ai jamais parlé avec Jim Carrey, quoi. C'est ça qui est pitoyable aussi, de se rappeler ou d'avoir énormément de gens qui assimilent uniquement et qui réduisent Jim Carrey à ce que tu disais, un bon comique, The Mask, etc., The Mask, alors qu'on est vraiment là face à un génie absolu, tu sais, déjà, comédie. Jim Carrey, avant, c'était Saturday Night Live. Et tu voyais déjà, il faisait des imitations, mais le mec jamais n'a personnifié les gens comme ça physiquement, comme ça. Lui, mais vraiment le faciès. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se déguisent, qui s'habillent de façon qui miment les gestuels, mais lui, c'est même le faciès. C'est assez dingue quand tu regardes les films. Mais je trouve que c'est une mauvaise idée de dire que les gens ils s'arrêtent au masque, parce que même le masque, enfin moi je suis pas un grand fan de ce qui a été fait, mais bon il y a des gars comme je regarde pas Courte Manche ou des gens comme ça, mais Jerry Lee Lewis a été un exemple parfait. Jerry Lewis tout court. Jerry Lewis a été avec sa cousine de 13 ans, enfin des trucs. Il avait les mêmes passions que David. Il a été un exemple. Il a été un exemple du fait que c'est quand même une des facettes les plus dures de l'acting, qui est de faire de l'expansif, d'être super grand guignolesque, comme ils disent. Mais bon, voilà, c'est vraiment un grand affaire, comme Jim Carrey, même pour Mask, quoi. Non, mais c'est surtout de voir dans ce documentaire à quel point il a investi le personnage, jusqu'au point de même lui de complètement vriller, de plus savoir où il est, d'être tout le temps en train de jouer ça. Et puis, le documentaire joue aussi sur ce côté, à un moment, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Parce que ce qui est encore plus dingue avec Andy Kaufman, c'est que son personnage de Tony Clifton, quand il est mort, Andy Kaufman, c'est un ami à lui qui de temps en temps ressortait déguisé en Andy Clifton, en Tony Clifton. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait encore un truc, mais alors c'était lui, mais il est mort, donc qui c'est pas lui, tu vois. Et après, il montre vraiment les délires d'Andy Kaufman qui avait un espèce de numéro d'embrouille avec un catcheur. Et le catcheur disait, il me prenait vraiment la tête. Au bout d'un moment, je le tapais pour de vrai parce que j'en pouvais plus de ce gars, quoi. Alors qu'au départ, c'était un truc qui... C'est comme toi et moi. Mais oui, c'est pareil. Ok. Il a tellement envie d'être toi, au final. Ouais, mais j'arriverai jamais à être aussi gros. Il n'y a plus de respect. Putain. Ça s'appelle Jim et Andy. Voilà. Alors, comme on n'avait pas de BO par rapport à ça, on a pris un morceau de la BO de Dumb and Dumber, c'est Apache Indian. Ça vous aura du raga d'hindou. Voilà, du raga pakistanais. À écouter en faisant tourner des toupies et en vendant du maïs grillé. Voilà. Avec des petits bonhommes qui montent au mur. Vous êtes raciste. Des extraits de plasma. Eros. Attention, tu as un point rouge ici. Ouais. Fumé de midi. On va rester dans le ragamuffin. Non, on va pas rester dans le ragamuffin. Moi je me barre si c'est ça, je suis désolé. Non, j'ai parlé de Murder Mountain. Pas quelle zone. Alors Murder Mountain, si ça vous intéresse. Au contraire. C'est un documentaire sur la disparition d'un jeune, enfin jeune, 29 ans, d'un jeune de 29 ans qui cherchait à avoir un peu d'argent pour s'installer à son compte et qui est parti directement en Californie du Nord. Excuse-moi, si Pot Logan pouvait mettre l'affiche de Murder Mountain. Merci Pot Logan. Donc voilà, c'est dans la Californie du Nord.
dans les montagnes. Alors, tu as montagne, rivière, mer, c'est l'endroit idéal pour tous les sportifs, etc. Sauf que là-bas, c'est plutôt le berceau des rednecks, si on peut utiliser ce terme un peu péjoratif. Pourquoi ne pas l'utiliser? C'est plus la Californie de délivrance que du surf. Voilà. Il y a moins de surfeurs blonds, il y a plus de gars avec des fusils et des 4x4. Quoi. Des gros quads. Des gros quads, et ça pêche un peu, mais ça chasse beaucoup. Ça chasse beaucoup. Et là-bas, sont installés... Ça cultive surtout. Et ça viole pas mal. Voilà. Dans les années 70, sont installés quelques échappés du mouvement hippie. Alors au départ, une cinquantaine, qui ont acheté quelques terres et ont cultivé ce qui devait les aider à subvenir, c'est-à-dire quelques fruits, légumes, mais surtout de la marijuana. Et tu veux dire, Kéros, que tu as choisi un documentaire qui parle de marijuana? C'est toi? Non, c'est même pas... Oui, on va dire que la feuille de cannabis... C'est parce qu'il veut un free pass. La feuille de cannabis m'a attiré, mais en fait, ça parle... Je lui dis, cherche un docu, il a cherché feuille de cannabis. Terre plate, feuille de cannabis, où on va, les gars? Ça parle plus largement d'une époque et surtout d'un commerce qui est aujourd'hui semi-légal dans certains États. En tout cas, c'est légal comme consommation récréative, même en Californie. Même récréative, oui. Même récréative. Médicale. C'est pas uniquement thérapeutique. Donc, non, voilà. Au départ, voilà, ces 50 énervés, énervés, non, ils vivaient à poil, ils plantaient ce qu'ils devaient manger et ce qu'ils devaient fumer. Et ils sont allés chercher une graine du Pakistan pour faire la meilleure weed de Californie, d'après eux, d'après les fumeurs de là-bas. Et ça a attiré, du coup, toute l'Amérique, quoi. Ils ont réussi à avoir 80% de la production de ce qui était fumé aux États-Unis qui était dans leurs mains, quoi. Mais ça a créé des fortunes. De 50, ils sont passés quand même à 2000. Avec des saisonniers, c'est-à-dire tous les jeunes gens du style de la personne Garrett qui a disparu, tous les trentenaires qui n'ont pas vraiment de taf, qui sortent un peu de prison, qui ne vont pas être pris dans d'autres tafs légaux, allaient là-bas pour faire la récolte. Il y a des jeunes de banlieue. Oui, surtout. Aller faire la récolte et le taillage des... Mais et qui le business, c'était entre les mains de qui concrètement? Alors, il est entre les mains d'indépendants. Ces 50 hippies ont attiré plusieurs fermes. Alors chaque ferme a ses plantations. Ils n'ont pas de collectivité, c'est pas comme l'agriculture normale, c'est-à-dire ils n'avaient pas de collectivité. C'est pas Emmaüs, quoi. Non. Ils ont eu dans les années 80 une grande guerre de la part du gouvernement qui leur a envoyé la DEA et certains groupes spéciaux en hélicoptère pour les attraper, etc. Mais c'est une vallée, c'est une forêt, une montagne qui est difficile d'accès, où c'est plein de séquoias, des grands arbres qui sont difficiles pour la visibilité des champs, etc. Donc ils sont vraiment... une partie de la Californie, je crois, qui actuellement est touchée, il n'y a pas très longtemps, par des gros incendies, des choses comme ça. Etc. Donc ils sont vraiment dans un petit cocon tranquille. Après, il fait des points route, hein, David. Attends, mais il s'intéresse. Je m'intéresse, il est jaloux parce que je m'intéresse. Et en plus, il a des infos, donc ouais, je prends. Mais ouais, donc voilà. Je suis l'élément empathique de l'équipe, les gars. Là, le guide du routard. Et voilà, ils ont eu cette guerre contre le gouvernement qui, à un certain moment, faisait une guerre contre la drogue et le cannabis. Et ont subi, comment on va dire, une ostracisation. Enfin, ils ont été exclus. C'est cher qui c'est au niveau grammaire. Ostracisation. C'est-à-dire que ils ont été ostracisés. On est bien au niveau diction. Ils ont été ostracisés, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les mêmes droits que certains autres citoyens. La police et le gouvernement les laissaient vraiment entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés de faire leur propre loi. Et quand Garrett a disparu, je reviens au sujet de la victime pour lequel a été fait ce documentaire, quand Garrett a disparu, on a fait appel justement aux forces de loi qui ont laissé tomber carrément le cas, et les parents ont engagé un détective privé, et le documentaire s'axe sur les recherches de ce détective privé qui a tout le temps échoué. Tellement échoué que dans les années 80... C'est un mec d'Edbuzy, lui. Tellement échoué... avec panache. Tellement échoué, et que dans les années 90... dans les années 2000, un groupe de fermiers du coin ont pris les choses en main et ont décidé d'appliquer la loi eux-mêmes. On les appelait les 8 miliciens, c'est-à-dire qu'ils sont montés, ils ont pris leur quad un soir, puisque en fait tout le monde, c'est un petit milieu fermé, tout le monde savait qui était l'auteur de la disparition de ce Garrett. Donc ils sont allés le chercher, lui ont fait avouer et lui ont demandé d'indiquer l'endroit où était caché le corps, pour que
l'enquête se termine, c'est-à-dire qu'on trouve un corps, parce que la police ne pouvait rien faire sans corps. Donc pour qu'il y ait un corps et que les parents puissent faire leur deuil, ils sont allés faire avouer ce meurtrier. Ça s'est mal passé, en fait, la loi s'est réveillée contre eux. C'est-à-dire que c'est eux qui ont été visés par le fait qu'ils étaient miliciens, qu'ils n'avaient pas le droit et qu'ils ont agressé une personne, peut-être pour obtenir la vérité et la justice, mais de la mauvaise façon. Et donc quoi? Donc le meurtrier n'a pas été, lui, inculpé? Ce meurtrier s'est échappé. D'ailleurs, c'est ce qui peut donner envie de regarder ce documentaire-là, c'est que le parcours du meurtrier, de la victime, et surtout des gens qui vivent dans ces montagnes, n'a rien d'attendu. Personne n'a la rétribution enfin si, on a retrouvé quand même l'auteur du meurtre. Parce que quand même, ce que ça raconte grosso modo, c'est une utopie qui vire au cauchemar. Surtout, oui, ça raconte 30 ans d'une histoire de trading de la marijuana, de la weed là-bas, d'illégal, qui était comparable à l'alcool dans les années 40, est devenu une sorte de commerce qui a attiré autant les foudres de la loi que maintenant de l'investissement de grandes firmes telles que Bip Bip, qui maintenant ont des grandes terres pour remplacer tous ces fermiers, parce que de 2000, ils ont quand même baissé. Maintenant que c'est légal, ça devient plus dur. C'est-à-dire que la légalisation de la marijuana a empêché les cultivateurs de pouvoir assumer les frais qu'il faut. Logique, de toute façon, après, c'est une économie qui se normalise, donc ça des grands groupes. Voilà, ça a baissé le nombre de fermiers indépendants et augmenté le nombre de firmes qui investissent dans des grandes... Alors, il faut expliquer que c'est pas un docu en soi, c'est une série documentaire. Alors, c'est une série documentaire, c'est-à-dire que chaque épisode fait environ une heure et quelques, et qu'il développe plusieurs aspects autour de cette affaire, autour de cette disparition, qui aurait pu être un bête documentaire sur une disparition. Docu-fiction aussi, contrairement peut-être aux deux documentaires que Cher et Usul ont choisis. C'est ce qu'on peut reprocher, mais moi je dirais c'est plutôt un document de qualité, c'est-à-dire que oui, c'est pas fait à la volée, oui, les intervenants sont super bien filmés, avec des interactions sur l'histoire qui sont super à point. Donc oui, ça sent le professionnalisme. Mais c'est pas pour autant que c'est une fiction, c'est une vraie disparition, c'est les vrais gens qui habitent là-bas. Non, je dis ça dans le sens où il y a beaucoup de scènes qui ont été rejouées, donc on est vraiment dans le docu-fiction. La reconstitution. Il y a eu très peu de reconstitution, il y a surtout d'interviews, et même quand on appelle ça reconstitution, par exemple, il y a des images de deal qui sont des images volées pendant un vrai deal, c'est des vrais deals. C'est pas une reconstitution, c'est pas envoyé spécial, enquête exclusive ou quoi que ce soit. C'est des vrais deals qui sont pris pendant que ils interviewent un dealer et pendant qu'il est en train de répondre, il est en train aussi de vendre des kilos d'herbe. Est-ce que ce truc-là, c'est quelque chose qui est resté à l'échelle de la Californie ou ça a pris toutes les États-Unis, l'affaire du meurtre là-dedans? L'affaire du meurtre, elle a été connue nationalement parce qu'en fait, le nom de Murder Mountain a été donné, pas par rapport à la disparition de Garrett, mais surtout parce que la personne qui a installé ces hippies-là a fait venir plein de gens, des exclus, et parmi ces gens, il a fait venir un couple qui taillait l'herbe, mais qui était aussi, à ses heures perdues, serial killer, et qui ont en fait, entre guillemets, fait disparaître une trentaine de personnes. Ah, quand même. Michel Fourniret? Je ne sais pas s'il a fait autant. Mais en tout cas, quand tu arrives dans la ville de Humboldt, qui est le petit bourg où se passe ce documentaire, tous les magasins, mais vraiment tous les magasins, sont criblés d'avis de recherche de jeunes gens qui se ressemblent tous, puisque c'est des jeunes fumeurs. Alors, ils viennent de partout des États-Unis, mais ils ont un peu le même profil. En France, on appelle ça des punks à chiens. Donc voilà, qui ont disparu. Des mecs qui écoutent Rocking Squat? Non, je ne voulais pas faire ce parallèle. Mais voilà, il y a des gens qui voyagent suivant ce qu'ils peuvent et qu'ils veulent et qui... Ah, tu l'as heurté. Alors écoutez, Ross, moi j'ai pas tout compris, mais rien que t'écouter, je suis foncé. Je crois que rabatte comme si j'avais Bénave avec moi. Je crois qu'en fait, regardant le docu. Je crois qu'en fait, c'est le principal de ce documentaire-là, c'est que voilà, si vous aimez la drogue. Pas forcément. Les meurtres. Est-ce que le message c'est pas droguez-vous, mais dans le respect de la personne humaine? Je sais pas. Si vous aimez tuer en fumant, parce que fumer tu, c'est la conclusion. Et donc je propose qu'on écoute un truc qui parle de meurtre et de weed, c'est Snoop Dogg, Murder Was the Case. Ah, mortel. Ça m'a mis une barre dans le crâne, la bœuf des roses, moi. T'as aimé? Ouais.
J'ai eu l'impression d'être sous Sensi, comme à la grande époque. Ah oui. Ouais. Comment elle s'appelait la variété d'ailleurs de beurre qui faisait pousser C'est là-bas? une graine pakistanaise qu'ils ont été chercher Au Pakistan. au Pakistan. C'est de la pakistanaise. Ok. Je sais pas comment elle s'appelle aux États-Unis. Quand tu vois déjà l'odeur de leur encens, t'imagines. David, comme t'es venu les mains vides. Ah, moi je suis le Juste, mauvais, ouais, le mauvais élève de la classe aujourd'hui, je vous écoute. Ou sinon, tu peux nous faire un résumé du trésor de Pernod. Je sais Le que t'es- 13h de Pernod, ça fait longtemps que j'ai pas regardé la Bon, télé. bah, on va Tu revenir. sais, je suis, sur quand toi, même à la, alors. je suis quand même à la place de Tadei, donc moi et la télé, non, désolé. Méprisant, Méprisant, ignorant. hautain. Bon, là, on va passer de Snoop au hard rock. Ouais. Du hard rock dans le Gatsby, qu'est-ce que c'est que ça Bah, Snoop qui a fait, ah non, du reggae plutôt. Et donc sur un docu, alors pourquoi j'ai regardé ce docu-là? Parce que j'ai vu Michael Moore, le grand... Une nostalgie docu des cheveux longs, peut-être, non? aussi, Si. Quel docu, poulet? The Story of Anvil, dont l'image va apparaître dans pas longtemps dès que Pat Logan se tirera les doigts du cul. Voilà. Et donc Ah pourquoi, ouais, en effet. pourquoi du hard rock? Visuellement parlant, il faut c'est l'assumer spécial, derrière. hein. Donc c'est du hard rock. Donc Michael Moore, il a dit que c'était l'un des meilleurs docus qu'il avait vu. Le Michael Moore de, Ouais, Michael Moore de Bowling for Fahrenheit, Columbine et tout ça. Le mec qui faisait James Bond, là? Ouais. Ah, Michael Moore, lui. Et, le mari à Lova. Et donc j'ai regardé par curiosité, ce jour, bon, comme ça, parce que je suis curieux. Et, C'est parce que je t'emmerde. et c'est vrai que c'est un docu qui est vraiment super attachant et dans lequel plein de gens peuvent se retrouver parce qu'on s'en fout que ça soit du hard rock, ça pourrait être des plombiers, des rappeurs, des jardiniers, ça serait la même chose, on s'en fout de ce qu'ils font. Leur musique, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la passion qu'ils ont pour leur musique et leur parcours chaotique. Et il y a beaucoup de gens dans le hip-hop qui peuvent se retrouver dedans. Vas-y, Pourquoi on t'écoute. Parce Qui que... Pas de brain- Gérard pas de- Bast, pas de Gérard name Bast. dropping. Non, pour le Pas slip, de- ouais, Gérard Pour le Bast. slibard. Gérard Bast pour slip. Mais non, parce qu'en fait, si tu veux, le docu commence comme ça. Tu les vois sur une grande scène japonaise dans les années 80. Alors, il faut savoir que le hard rock, c'est un peu l'équivalent chez les Blancs du hip-hop, parce que c'est... bah oui, avec KRS-One disait qu'avec deux musiques populaires, c'était le reggae, le hip-hop, le rap et le hard rock, le heavy metal. Parce que quand tu regardes, c'est un peu comme le rap. Ça fait le 3. Ça fait 4. Mais non, ça fait 3. En mettant que tu veux. Voilà. Vos gueules. Et le slam. toi, t'es fonce-dé. Et donc, on m'a fait perdre le fil, là. En ville. Il y avait que Non, voilà, non. One, Pourquoi les c'est un peu musiques. comme le truc? Parce que tu as énormément de groupes, comme dans le rap, tu as énormément de sous-genres, comme le rap, entre les machins. Donc, années 80, ça se passe au Japon, et Anvil est sur scène avec les plus grands groupes de l'époque. Scorpion, tout ce que tu veux, Twisted Sister, plein de groupes qui étaient au top du hard rock dans les années 80. Donc, c'était le groupe, Encore hier. c'était un groupe qui aurait pu, qui était à deux doigts de cartonner, vraiment, de passer dans la cour des grands. Là, on sent Et quelque chose qui te rapproche. Vas-y. finalement, non. Et finalement, non. Finalement, non. Ça monte. Et tu comprends pas pourquoi? Ça redescend. Alors, tu vois les témoignages de mecs de Metallica, d'Anthrax, qui disent tous qu'Anvil, c'était des mecs super doués, qui les ont influencés, tout ça. Que des groupes qui ont cartonné après, la deuxième, troisième génération de Ils hard sont un peu rockers. l'inventeur du speed, c'est pas Là, comme je ça. vois le parallèle avec le rap, ouais, vas-y. Donc tout ça. Et donc les mecs, le docu commence là-dessus, l'horreur de doigt, et après tu les retrouves. Il y en a un, il livre les cantines scolaires, l'autre, il fait de la maçonnerie. Donc c'est des mecs qui ont échoué, qui n'ont pas rencontré le succès. Et qu'est-ce qui te parle là-dedans, au Ta final? T'as vu là Et moi, j'ai connu le succès le jour où je vous ai rencontré. C'est vrai. Donc voilà, le jour où Mouloud Dachour m'a adoubé. C'est ça. Donc, Il était dernière chance, tu le sais. tais-toi, déjà, t'as rien préparé. tu coupes la parole aux gens, c'est même pas pourquoi, c'est seul même pas but, intéressant. c'est de te mettre mal à l'aise. justement. Voilà. Et donc, tu les retrouves, donc les mecs ont des jobs alimentaires et tout ça, mais ils n'ont jamais perdu leur passion pour la musique, ils continuent toujours à en faire, ils jouent dans des bars, malgré ce qu'ils ont connu. Et puis surtout, c'est l'amitié indéfectible de deux mecs qui ont grandi ensemble, tous deux issus de familles juives canadiennes, puisque ça se passe c'est des Canadiens. Et donc, c'est important de rappeler ça, parce que par exemple, tu vois, dans le principal, le chanteur, le guitariste, qui est vraiment un mec attachant, toute sa famille a réussi. Ils sont docteurs, dentistes, et c'est un peu le canard boiteux de la famille, mais pour lequel tout le monde a quand même une compassion. Une vraie sympathie. Une sympathie, parce que c'est un artiste, c'est vraiment un artiste. Et il a beau faire un job alimentaire, il a toujours son âme d'artiste, il a toujours son truc. Et c'est des grands gamins, ils ont 50 ans, mais ils croient toujours que le succès pourra revenir, qu'ils ont leur gloire. Ils ont leur fanbase, ils ont des mecs qui sont fans d'eux aux quatre coins du monde, au Japon, depuis 30 ans, puisque le concert qu'on voit, c'est au début des années 80, qu'ils n'ont jamais lâché. Donc ils ont cette fanbase qui est toujours là. Et donc, ce qu'on voit au fil de ce documentaire, c'est leur quête
pour essayer de reconquérir ce rêve qu'ils ont. Parce qu'à un moment, ils sont contactés par une ancienne fan, qui leur a organisé une tournée en Europe. Alors au début, ça se passe très bien, ils sont très contents, ils vont en Europe. Ils posent un congé comme Musul. Et ils vont. Et ça s'avère catastrophique. Ils loupent des trains, ils sont obligés de voyager en camping-car. Ils jouent dans des clubs devant 5 personnes. Le mec ne veut pas leur donner les 100 € qu'il leur doit. Alors ça devient ultra glauque. Ouais, ça devient ultra glauque. Donc ça pourrait être un documentaire qui se moque. Il y a même cet épisode du stade aussi, où ils sont, ils sont annoncés dans un stade genre de 5000 personnes. Un truc qui peut accueillir 5000 personnes et ils jouent devant 113 personnes. Ouais, d'accord. Tu vois. Mais les mecs. Ils en démordent pas au niveau qui jouent devant 10 000 personnes ou qui jouent devant 5 personnes. Ils y vont à bloc. Et c'est vrai que c'est pas mon style de musique, mais ils sont bons. Et donc ils ont toujours ce rêve, malgré tout. Et l'autre, il y croit toujours, donc il engraine son pote qui est pas trop chaud, parce que lui, il en a marre, il a quand même 50 ans, il y croit plus. Mais il y va parce que c'est son pote, et il se lâche pas. Ils se connaissent depuis qu'ils ont 14 ans. Donc ils replongent avec lui, ils se disent que la chance qu'ils n'ont pas eue, c'est de ne pas avoir un album bien mixé depuis leur premier album. Donc ils recontactent leur premier producteur, qui est un producteur anglais qui a produit les plus grands groupes de hard rock anglais des années 70. Et ils font une maquette avec lui, donc ça leur coûte 20 000 $ qu'ils n'ont pas. Et finalement, c'est la sœur d'un des mecs qui a bien réussi, puisque je te dis, ils ont tous des bonnes situations, qui, par amour pour son frère, met l'argent sur la table pour qu'il puisse continuer son rêve. Et donc, au-delà de ça, c'est tous des pères de famille. Donc, tu vois, les témoignages des épouses qui y croient toujours, parce qu'elles ont aimé leur mec comme ça, elles sont contents qu'ils aient une passion. Mais il y en a d'autres, sa sœur, qui disent qu'il faudrait qu'ils se rendent compte que ça y est, c'est fini, il faut arrêter, quoi, au bout d'un moment. Et lui-même, il a dit là, on a 50 ans, après, ça sera fini. Dans 10 ans, on sera trop vieux, on aura trop de ventre. Et ça se verra qu'on est trop vieux. Ça se verra qu'on est trop vieux. Pour qu'il y ait des meufs, c'est de ouf. Et après, donc voilà. Donc, peu importe que ça soit du hard rock ou qu'on n'aime pas ça, de toute façon, pour ceux qui n'aiment pas le hard rock, ne vous inquiétez pas, la musique, c'est très peu. On voit très peu de passages de hard rock, ça ne va pas vous assommer, ça ne va pas vous casser les oreilles. Ça donne une raison de leur non-réussite. Pas de bol, beaucoup pas de bol. Ouais, la faute, t'as pas de chance. Pourquoi il y a des gens talentueux qui n'ont jamais réussi? Pourquoi il y a des tocards qui ont du succès? Bon, après, tout ça, c'est subjectif. Mais il y a vraiment une histoire d'amitié qui est super attachante. Les mecs sont attachants. Une histoire un peu de naïveté, malgré tout. Ce que j'ai dit, ils étaient de passion. Très radicaux. Il n'y a pas ce côté calcul et tout ça qui peut permettre des fois. Non, parce qu'ils y croient. Alors après, tu as des scènes douloureuses. Par exemple, ils vont voir une maison de disques avec leur maquette et tout ça. Bon, c'est un mec d'aujourd'hui, d'école de commerce, presque en costard-cravate, qui comprend rien à ce qu'ils sont. Bon, les trucs, tu vois, comme plein de rappeurs ont dû connaître ça dans les maisons de disques aussi ici. Donc voilà, donc il y a vraiment un truc universel qu'on peut retrouver là-dedans. C'est une vraie histoire d'amitié. C'est une vraie histoire de passion qui finit quand même bien, parce qu'il y a un happy end. Donc voilà, et franchement, les mecs sont super attachants et c'est vraiment un docu qui est vraiment touchant. Et donc, comme Michael Moore disait que c'est un des meilleurs docus qu'il a vu, j'acquiesce parce que c'est vraiment un très bon documentaire. Ok, Mortel, ça a l'air bien. Je l'ai vu aussi, je suis d'accord. Voilà. On s'en écoute un petit morceau ou pas? Oui, bah là, ça va être du hard rock de leur grande époque. Vite fait, quoi. Quand ils étaient en cuir avec des cheveux. Mais il aime bien, je crois. Voilà. Tu aimes bien, les gens, ça pas trop. Alors, un petit peu dans le vide, mais allez, vas-y. Vous basez pas sur cet extrait-là parce que le docu, c'est autre chose. Oui, voilà. Le docu, c'est 30 ans après ça. J'étais encore dedans, moi. Moi aussi. Ouais. On va continuer avec de la musique, un documentaire qui traite de la musique, qui traite un petit peu de l'envers du décor. Un documentaire qui s'appelle Hired Gun, qui veut dire en fait... Flingue à louer. Ouais, voilà, flingue à louer. En gros, c'est un documentaire qui traite des mercenaires, on les appelle comme ça, en tout cas les gens qui sont dans les studios. Des requins de studio. Ouais, mais plus que ça, c'est des gens qu'on appelle pour jouer sur des albums quand il manque un groupe ou des choses comme ça. Et c'est malgré tout des super musiciens, mais qu'on ne connaît pas. C'est parfois des musiciens pour musiciens, quoi. Et ça montre en fait que parfois ces gens-là qui sont juste pris pour venir jouer de la batterie sur l'album d'un tel ou d'un tel, ont parfois une influence sur le rendu de l'album. Notamment, on voit Liberty De Vito, qui est le batteur de Billy Joel, et ils expliquent comment Billy Joel les a recrutés, lui et son groupe. Et en fait, ils ont participé pendant des années à faire le son de Billy Joel, à apporter des idées, des choses comme ça. Sauf que ces gars-là sont juste payés pour jouer de la batterie sur le morceau, ils sont crédités sur de la batterie, de la guitare, etc. Ils sont crédités sur rien du tout et ils touchent rien du tout, quoi. Ils vendent leur pratique. Voilà, c'est ça. Ils sont juste, et voilà, donc ça montre que c'est des mecs qui doivent être au top tout de suite, assimiler tout de suite et surtout comprendre tout de suite qu'on a besoin. Et ça montre aussi la cruauté du milieu, parce qu'il y a notamment l'exemple d'un guitariste qui
assez virtuose et tout ça, et qui accepte de faire guitariste pour la tournée de Mandy Moore, qui était un peu à la fin des années 90 le pendant de Britney Spears et de Christina Aguilera. Il se dit tiens, je vais me servir de ça pour me donner une exposition et tout. Donc il part en tournée, etc. Et en fait, la maison de disques, le service marketing de Mandy Moore décide de réorienter sa carrière vers le cinéma, et le gars, en pleine tournée, reçoit un mail en disant bon bah c'est fini, merci, à bientôt pour la suite, quoi. Donc le mec retombe. Tu vas recevoir le même type de lettre. Non mais ça montre la cruauté du truc, c'est que ça s'arrête. C'est ce qu'ils disent. Ils disent on est en tournée, les gens pensent que c'est la belle vie. C'est vrai que les chèques tombent régulièrement, et après ça s'arrête d'un coup, quoi. Il y a aussi l'exemple de Jason Newsted, le deuxième bassiste de Metallica. On va raconter comment le premier bassiste de Metallica est mort, c'est assez intéressant. En fait, ils étaient en tournée, le premier bassiste Cliff Burton, ils étaient en tournée, ils jouent aux cartes la place de celui qui sera devant dans le bus, quoi. C'est lui qui gagne. Il y a un accident de bus, il passe par la vitre du bus, le bus lui roule dessus. Voilà. Donc il cherche un autre bassiste, et Jason Newsted fait l'audition pour la basse, il est retenu, et en fait, une semaine après, il est en tournée au Japon avec Metallica. Il faut déjà qu'ils connaissent tous les trucs, il faut déjà qu'ils soient optimales. C'est des génies de... C'est des mecs qui sont prêts tout de suite, en fait. Et il y en a, alors il y a l'exemple d'un batteur dont j'ai oublié le nom, qui lui est réputé dans le milieu. Le mec a joué sur des centaines d'albums. Mais parce qu'il peut tout jouer, il est carré tout de suite, il sait tout de suite ce qu'il faut faire, et c'est lui qu'on appelle, en gros, c'est le batteur session qu'on appelle. Après, tu as aussi d'autres anecdotes qui sont assez sympas. Tu as par exemple quelqu'un qui raconte qu'il a été contacté pour la musique d'un film. Alors lui, il avait déjà écrit pas mal de trucs, il travaillait sur des albums de Stevie Wonder, notamment, des choses comme ça, puis il avait écrit des morceaux qu'on fait un petit peu des hits, mais voilà, une fois vite fait, quoi. Et il est contacté pour faire la musique d'un film. Donc il dit ouais, pourquoi pas. Bon, il est pas super motivé. Et le gars qui le contacte, c'est Clive Davis, un grand avocat du monde musicien. Il lui dit en fait, tu fais la démo. Si ça plaît pas, tu fais le morceau. C'est pas qu'un avocat, c'est un patron de label. Ouais, c'est ça. Qui a découvert Whitney Houston, Tony Braxton, entre autres. Si ça plaît pas, en fait, si ça nous plaît pas, tu gardes les 50 000, quoi. Donc le mec fait son morceau en 2 jours, il leur envoie le morceau, ça plaît, il en vend 4 millions tout de suite après. Le morceau, c'était Ghostbusters, et le gars, c'était Ray Parker Jr., quoi. Ah ouais. Donc tu vois, des fois, ça se passe super bien pour eux, et donc il explique, il dit... Alors Ray Parker Jr., il a quand même une carrière solo. Il avait son groupe qui s'appelait Radio. Mais il était connu pour être ce mec de studio. Et Ray Parker Jr., c'est quand même un mec qui a fait des albums de funk vraiment bien, quoi. Mais à l'époque, il était en manque de reconnaissance. Sûrement. Voilà. Et donc du coup, il dit quand même à un moment, il dit est-ce que on me demande souvent, t'en as pas marre d'être arrêté dans la rue par des gens qui disent who you gonna call? Et il dit bref, en fait avec Ghostbusters, c'est comme si je sortais avec le ticket du gros lot dans la rue tous les jours, quoi. Donc pas vraiment, en fait, quoi. Mais voilà, ça montre aussi la cruauté du truc, des gens qui sont pris et jetés aussi vite, et parfois, surtout, pas crédités, alors qu'ils ont apporté énormément à un album, quoi. Voilà, ça s'appelle Hired Gun. C'est très, très intéressant. On croise des gens comme Alice Cooper, Rob Zombie. Ça reste un peu quand même dans le milieu rock, malgré tout. Voilà. Okay. Pour rester dans la musique, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, on a encore des livres à vous présenter. C'est vrai. C'est vrai. Ils sont tombés par milliers. Qui Exactement. commence? Toi. Ah bah je vais commencer, tiens, avec un groupe qu'Eros adore, les Beastie Boys. Je m'élève contre cette affirmation. C'est donc un bouquin sur les Beastie Boys, écrit par Mike Diamond et Adam Horowitz, les deux Beastie Boys vivants, puisque Adam Yauch a eu l'idée bizarre de mourir. Et donc ça revient sur toute la carrière des Beastie Boys, avec des BD, des articles écrits par eux, des choses... sur les enregistrements des albums, beaucoup de photos d'époque, parce que les Beastie Boys sont quand même un groupe d'authentiques potes au départ, qui sont restés jusqu'au bout ensemble. Voilà, des anecdotes sur les tournages des clips, plein de photos. Donc des photos des tout débuts où ils étaient 4, parce que le 4e membre des Beastie Boys du départ, c'était Rick Rubin, qui ensuite a fondé Def Jam et qui est à l'origine du son de beaucoup d'albums qu'on aime énormément. Donc voilà, c'est le Beastie Boys Book. Je sais que ça va faire plaisir à des mecs comme Kader qui adorent ça, par exemple. Le livre des chouchous. Allez. Alors que moi, j'ai un livre sur Michael Jackson. Alors même si ici, on était plus Prince que Michael. Bon, mais Michael, quand même enfant, Bontown, tout ça, ça m'a marqué. Alors c'est un livre de Riyad Betouche et Benoît Cachin, alors qui n'a rien à voir avec Olivier Cachin, qui lui aussi avait fait un livre sur... Michael Jackson, qui était sa plus grande vente, son plus grand succès, sauf que l'éditeur a fermé et il lui a carotté tous ses droits d'auteur. Et j'ai jamais vu Olivier Cachin insulter quelqu'un comme ça. Si vous n'avez jamais vu Olivier Cachin insulter des gens, parlez-lui de cet éditeur. Donc là, c'est un autre Cachin, en Cachin un autre, voilà. Voilà. Et donc voilà, Michael Jackson, avec des très belles photos aussi, d'archives, tout ça. Donc... couverture toute noire. Je l'offre à Eros qui, comme Michael Jackson, était noir avant de nous connaître. Merci. Voilà. Et je continue toujours spécial Michael Jackson.
Alors là, un gros livre, hein, c'est gros comme un bottin. Michael Jackson, la totale. C'est vrai, ça fait un peu film de Huck, ça aussi, mais... Les 263 chansons et 41 clips expliqués. Donc là, c'est vraiment un truc sur l'œuvre musicale. Ah, pourquoi non. Ça fait encyclopédie, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc ça parle pas trop de sa vie, là, ça reste vraiment sur les albums, les clips et tout ça. Et je l'offre à Musul qui, plusieurs fois, quand il était enfant, a dormi chez Michael Jackson. Alors, je vais m'empêcher d'aller le revendre parce que j'ai horreur de Michael Jackson, je te le dis tout de suite. Envoyez-moi vos lettres d'insultes. Michael, quand même. Envoyez-moi vos lettres d'insultes si vous voulez. J'ai horreur des Beastie Boys et je me tais, t'arrives à parler mal de Michael. Et je suis prêt à mourir s'il le faut avec mes idées. Et j'ai horreur de toi et je te ramène tout le temps quand même. C'est pas vrai. C'est là, moi qui te ramène en Dacia. On finit par Nicolas Rogers, qui s'appelle Move On Up. Alors, c'est la soul en 100 disques. Alors bon, je suis pas toujours très fan des espèces de trucs comme ça, les 100 meilleurs disques de rap, les 100 meilleurs disques de soul. Mais il y a quand même des incontournables et puis des avis intéressants. Donc ça s'appelle Move On Up, la soul en 100 disques de Nicolas Rogers. Cette collection est super bien faite parce que c'est toujours basé un petit peu sur la même construction, c'est-à-dire on a toujours une grosse partie introduction qui va là sans doute expliquer la soul, etc. Et puis après on a les 100 albums qui sont chroniqués derrière. Il y en a plein de bien sur ça, il y en a un sur le sample qui est sorti qui est vachement bien, il y en a un autre sur l'easy listening, enfin il y en a c'est toute une bonne collection sur les mots et le reste. Voilà, je crois qu'on s'est tout dit. Voilà. Quelqu'un a des nouvelles de Free Worker ? Mais il n'a pas téléphoné pendant l'émission. En tout cas, le monde va mieux depuis tout à l'heure, donc c'est qu'il a dû agir quelque part. On va se quitter maintenant. Eros, on va commencer par toi, comme ça tu pourras lire tranquille. Merci. À bientôt, monsieur. Gang et gang. David, à bientôt. À plus tard pour une numéro 4. Dès que je fais mes devoirs, je reviens. Ouais, ça ferait plaisir que vraiment tu suives un petit peu quand même. Cheur, à bientôt. Au revoir. Au revoir, monsieur. Je te ramène en Dacia ou pas ? Non. J'ai ma dignité. Adieu. Et on a oublié encore une fois de saluer Calzone, l'agent dormant. Voilà, Calzone qui a été entièrement reprogrammé et qui... il y a un mot, en fait, qu'un jour il entendra et il se réveillera, quoi. Donc voilà, c'était Get Busy numéro 3. Tac, tac, t'as vu, on était là. Et puis on se retrouve pour la 4, parce qu'on ne change pas une équipe qui perd avec autant de panache. Jamais. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé ? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique ? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie ? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on ne lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je ? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf ! Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples.
moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.